Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel. C'est en bref et en images l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Chantal de Varenne, en fin de mission, a fait ses adieux hier lundi au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette audience, c'était donc hier au palais présidentiel, ici à Abidjan, mais avant le dimanche, avant de quitter Séguéla, dernière étape de sa visite d'État dans le district du Woroba, le président Alassane Ouattara a animé une conférence de presse. Compte rendu à Ouattouré. Face à la presse, le président de la République Alassane Ouattara a fait le point de sa visite dans le district du Woroba, une visite qu'il a qualifiée de mémorable en raison de l'accueil exceptionnel que ses parents et alliés du Bafing, du Béré et du Worodougou lui ont réservé. L'occasion aussi pour le chef de l'État de faire le point des investissements dans le Woroba. En 2015, nous avons procédé au lancement à Mankono des travaux de bitumage de l'axe Mankono-Tchenengwe pour environ 32 milliards de francs CFA pour une durée de 22 mois de réalisation. La construction du pont de Massala dans le département de Séguéla pour un coût de 4 milliards de francs CFA et l'exécution est prévue entre 6 mois et 1 an. La construction du pont de Kongasso dans le département de Mankono pour un coût de 2 milliards, donc la réalisation est également entre 6 mois et 1 an. Nous avons prévu également l'électrification de 29 localités dans le Bafing. Pour 2016, nous prévoyons le bitumage de l'axe Séguéla-Mankono pour 35 milliards de francs CFA pendant 36 mois. Le bitumage de l'axe Kani-Bundiali avec un financement de la Banque africaine de développement pour 66 milliards de francs CFA. Le bitumage de l'axe Diara-Bundiali. Le bitumage de l'axe Touba-Séguéla. Nous prévoyons également le bitumage de l'aéroport de Séguéla pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Nous avons un programme d'investissement donc de 330 milliards de francs CFA pour les années à venir dans le district du Woroba. Dans les échanges qui ont suivi, le président de la République Alassane Ouattara s'est prononcé sur le dialogue direct qu'il va engager avec la classe politique ivoirienne. Tous les partis politiques sont concernés par ce dialogue. Bien sûr, il y a les partis du RHDP, mais il y a également les partis qui sont membres de la CEI, d'autres partis politiques. Mais ceci dépend surtout du calendrier que me proposera le Premier ministre Ahoussou Jano. Je souhaite le faire, j'espère, en septembre. Nous avons déjà réglé toute une série de questions qui ont été posées dans le cadre du dialogue politique avec le Premier ministre Jano Ahoussou. Et je crois que les choses avancent bien, que ce soit la question des libertés provisoires, que ce soit la question des réfugiés, la question de dégel des comptes, le financement extraordinaire des partis politiques, parce que vous savez, selon la loi, ne peuvent bénéficier de financement de l'État que les partis politiques qui sont membres de l'Assemblée nationale. Vous me dites que la CEI est récusée par certains partis politiques. Je ne sais pas s'il y a des partis, il y a des personnes peut-être qui récusent la CEI, mais la CEI, tout le monde est représenté à la CEI. En tout cas, tous les partis d'opposition, les partis au pouvoir, la société civile. Donc pour nous, c'est un débat qui est totalement futile. Mais ceci étant, bien sûr, comme je l'ai dit, les uns et les autres peuvent continuer de débattre. Mais la CEI a publié la liste électorale, 6 300 504, et la CEI continuera de faire son travail. Le chef de l'État a aussi indiqué que la présidentielle d'octobre 2015 est ouverte à tous, répondant ainsi à une question sur la candidature de Charles Kounabani, ancien président de la CDVR et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous savez, tout le monde a le droit d'être candidat, donc moi je n'ai pas de commentaire particulier. Je suis déterminé à aller à ces élections avec un bilan, avec un programme, avec une équipe
et surtout à dire qu'est-ce que je ferai après l'élection, le 25 octobre. L'indemnisation des victimes et parents de victimes démarre le 4 août. Une information donnée par le président de la République, Alassane Ouattara. La CONARIV a quasiment terminé le recensement complet des victimes. Nous avons prévu au budget 2015 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Je crois que nous arrivons à peu près à 4500 personnes qui ont donc malheureusement subi ces violences pendant la crise post-électorale. Et nous n'allons pas bien sûr réunir les 4500 personnes, mais nous voulons réunir peut-être 100 ou 200 personnes qui représenteraient les victimes et procéder à une remise de compensation et laisser maintenant la CONARIV et le Programme national de cohésion sociale continuer de faire son travail. Sur la question de l'école obligatoire, des investissements sont prévus pour démarrer l'opération à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Nous avons un budget de 700 milliards pour l'année scolaire 2015-2016. Mais quand on dit l'école gratuite obligatoire, on ne va pas atteindre cela en 1 an ou 2. Les salles de classe continueront. Nous avons déjà construit, je crois, 12 500 classes à peu près, j'arrondis. Et nous avons 3 000 salles de classe qui sont en construction et doivent être livrées en janvier. Bon, donc, disons, à janvier, nous aurons 15 000 salles de classe. Il faut également tenir compte du recrutement des enseignants. Il n'y a pas que les salles de classe. Je crois que sur les 700 milliards, 600 milliards sont déjà inscrits au budget, donc sont financés sur des ressources que nous identifions. Et pour les autres, les 100 milliards qui restent, nous avons des contacts avec un certain nombre de bailleurs. Le chef de l'État a par ailleurs dit un mot sur l'état de santé du président Blaise Compaoré. Le président Compaoré a fait une chute et il a été évacué. Je peux vous dire que l'opération s'est bien passée. Et là, la récupération se fait très bien. Il me disait d'ailleurs qu'il n'a pratiquement plus besoin de béquilles pour marcher, donc les choses se passent bien. Toujours dans le Woroba, la première dame Dominique Ouattara, elle, a inauguré le centre de transfusion sanguine. Thomas Guessambi, reportage. Une nouvelle antenne de transfusion sanguine au sein du CHR de Séguéla. Avant son ouverture officielle, une visite aux malades, sans doute pour partager leurs souffrances et amener l'opinion à comprendre le sens de l'intégration d'une telle antenne au sein du centre hospitalier régional. Après des mots de compassion, Dominique Ouattara peut aller procéder à l'ouverture de l'antenne. Elle est instruite par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, dans sa visite avant de partager à la presse ses sentiments. Là, nous avons inauguré ce centre de transfusion sanguine et c'est quelque chose de très important parce que comme vous le savez, le sang est nécessaire pour soigner les blessés, pour soigner les femmes enceintes, parfois pour donner la vie. Donc je suis venue encourager ces efforts de Madame la ministre de la Santé en venant inaugurer moi-même ce centre de transfusion sanguine, cette antenne. Je suis venue aussi visiter les malades, les blessés. Docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, a effectué le déplacement de Séguéla. En situant l'importance du sang, il a exhorté toute la région à s'approprier l'antenne. Le sang, c'est une substance sans laquelle aucun être humain ne peut vivre sur cette terre. Aujourd'hui, le centre existe, il est ouvert. Il est donc demandé aux populations, n'est-ce pas, du Woroba, c'est leur centre de transfusion sanguine. Ils doivent fréquenter leur centre de transfusion sanguine parce que ça ne sert à rien s'ils ne le fréquentent pas. Le sang se trouve dans le Woroba et le Woroba doit donner son sang à son centre de transfusion sanguine pour que chaque fois les populations du Woroba ont besoin de sang, le sang sera disponible sur place. Les femmes du Worodougou, en répondant à cet appel, ont souhaité dire un grand merci à la première dame. Tout le Rodou est mobilisé, tout le Rodou, toutes les femmes sont mobilisées pour recevoir ces dons-là. Et ce qu'elles ont vu ce matin n'étonne personne. Elles sont toutes contentes. C'était très très difficile, les femmes mouraient en accouchant et elles perdaient leur bébé aussi. Donc vraiment, nous sommes comblés aujourd'hui et on remercie la première dame.
C'était donc l'inauguration de l'antenne de transfusion sanguine de Séguéla. Le reportage était signé Thomas Guessambi. Les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS pour la session 2015 ont démarré hier les compositions par les épreuves orales. Ils sont 62 700 candidats à affronter les différentes épreuves de cet examen. Le reportage complet d'Herman Niamia dans nos éditions à venir. Hier lundi, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, 46 officiers élèves et 708 élèves sous-officiers ont prêté serment. Ils quittent l'école et jurent donc de servir désormais la patrie. Parmi eux, les 4 premières femmes officiers de la gendarmerie nationale. Cette prestation de serment a été suivie du baptême des 700 élèves sous-officiers de première année. C'était en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, qui avait à ses côté les ministres Anne-Désiré Ouloto et Kandia Camara. Reportage. École de gendarmerie d'Abidjan, ce lundi, ces 708 élèves sous-officiers de deuxième année constituent la promotion MDL chef Drodéa Denis. Fini l'école, ils jurent servir la patrie. À leur suite, les 46 officiers élèves de la 39e promotion baptisée Droiture en font autant. Parmi ces officiers, 4 femmes, les toutes premières de la gendarmerie nationale. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a souhaité, c'est devenu une réalité. Donc je voudrais féliciter le commandant de la gendarmerie nationale et le commandant école, mais aussi encourager ces jeunes filles et l'ensemble des jeunes filles ivoiriennes qui voulaient donc, emboîter ce pas pour entrer dans ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Aux côtés du ministre chargé de la Défense, le commandant supérieur de la gendarmerie Kwasi Kwaku Gervais, mais surtout 2 autres membres du gouvernement, Anne-Désiré Ouloto et Kandia Camara, toutes deux saluent l'avènement des femmes dans ce corps d'élite. Nous comptons sur elles pour agir avec compétence, avec rigueur, dans les fonctions qui leur seront assignées, afin d'encourager nos autorités à continuer cette expérience-là et à faire en sorte qu'il y ait plus naturellement de femmes dans la gendarmerie, mais également dans tous les autres corps de militaires et paramilitaires. C'est un honneur en tout cas pour les femmes et c'est un jour historique. Nous voulons nous en féliciter et surtout nous demandons à nos sœurs de continuer d'être des modèles pour la jeunesse féminine ivoirienne. Nous avons besoin de repères et je pense que dorénavant, elles seront ces modèles-là. En plus de ces prestations de serment, 700 élèves sous-officiers de première année ont été baptisés promotion MDL chef Trobigoyi Honoré. Puis, l'ensemble des élèves de l'école commandée par le colonel-major Alexandre Apalo Touré ont fait montre de tout leur savoir-faire pour le plaisir des invités qui ont été servis en démonstration d'arts martiaux et le parcours d'obstacles. Plus d'une dizaine de pays au sud du Sahara sont à Abidjan du 27 au 29 juillet pour prendre part à la 2e conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah. Objectif, mettre en place un cadre juridique et institutionnel de la COPACHO. Cela pour aboutir à l'amélioration de la gestion des activités du Hajj et de la Umrah en vue du bon déroulement de ces rites religieux. L'ouverture a donc eu lieu hier 27 juillet au Plateau en présence du ministre Albert Mabritouakes et des autorités religieuses. On en parle avec Ami Sissoko. L'organisation du Hajj et de la Umrah n'est pas chose facile. De nombreuses difficultés rencontrées par les organisateurs. L'année dernière, Mina, vous savez que c'est un pays où il fait chaud, les climatisations ne marchaient pas. Quand c'est comme ça, le pèlerin n'est pas à l'aise, il ne s'adonne pas dans l'aisance à l'adoration de Dieu. Le coût du transport augmente et les partenaires saoudiens de plus en plus ils nous imposent prendre la moitié de nos contingents. Pour une meilleure prise en charge des pèlerins, la COPACHO s'active pour la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel. La COPACHO, c'est la conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah. Elle regroupe 11 États au sud du Sahara. Objectif visé par cette 2e conférence, c'est de parler d'une seule voix pour faire face aux obstacles rencontrés en Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite est en pleine mutation, comme j'ai dit dans mon discours. Vraiment, c'est des choses très modernes maintenant. Ils sont équipés de tapis roulants. Ce n'est pas comme l'escalier traditionnel. Là. Or, nos gens viennent directement de la campagne. Il faut faire attention à tout ça. Il faut les encadrer. Il faut éviter qu'il y ait des accidents malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pèlerins de la sous-région se sentent mieux en Arabie Saoudite et reviennent ici en bonne santé? Le ministre Albert Mapritsoakeus, parrain de la cérémonie, a loué cette initiative tout en insistant sur la nécessité de relever ce défi. Il s'agit de favoriser le partage d'expériences, des mécanismes et politiques en matière d'organisation du Hajj et de la Umrah et de créer un cadre juridique favorable à l'établissement de partenariats entre les structures publiques en charge de ces pèlerinages et les prestataires de services. La conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah, COPACHO, c'est plus de 150 000 pèlerins, dont 5 600 Ivoiriens, qui prendront le premier vol le 27 août prochain. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie, le CIJF, conduite par son directeur général, Mahama Lawan Seriba, est à Abidjan depuis dimanche et ce jusqu'au 1er août prochain. Cette délégation va donc pendant une semaine travailler avec le Comité national des Jeux de la francophonie pour avancer dans les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan en juillet 2017. Cette mission, la 10e du genre, sera l'occasion pour le CNJF de faire le point au niveau des infrastructures et organisations dans les domaines du sport et de la culture, les deux disciplines composant les Jeux. Isaïeo Adamakone. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan sera la capitale de la francophonie en accueillant les 8e Jeux de la francophonie. Pour réussir le pari de l'organisation, le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, effectue régulièrement à Abidjan des missions pour des séances de travail avec le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. C'est dans ce cadre que s'inscrit la 10e mission du CIJF à Abidjan, dont les travaux ont démarré ce lundi 27 juillet 2015 au siège du Comité national à Abidjan-Cocody. Cette mission vise à finaliser les plans opérationnels sport au niveau du football et culture, au niveau des marionnettes géantes. Selon le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, Mahama Lawan Seriba, cette rencontre est capitale car elle permet au CIJF d'avancer dans les préparatifs et de visiter les infrastructures. À 2 ans de l'ouverture des Jeux à Abidjan, il a indiqué que le tirage au sort des 16 nations de football qui prendront part à ces 8e Jeux est prévu pour novembre 2016. Les 8e Jeux de la francophonie mobiliseront 4 000 athlètes et artistes et 12 000 accréditations seront délivrées. La rencontre d'Abidjan qui s'achève le 1er août sera l'occasion pour le CIJF et le CNJF de paraffer des documents en vue de la recherche de partenaires et de la couverture télévisuelle des 8e Jeux de la francophonie. Les experts visiteront les sites sportifs et culturels retenus pour ces Jeux. Hors de nos frontières, pour terminer, le principal opposant Agathon Rwasa, qui dénonçait encore il y a 3 jours un processus électoral fantaisiste dont il rejetait les résultats, est allé occuper son siège de député hier lundi. La CENI lui avait attribué, malgré son retrait des législatives, une mauvaise surprise pour l'opposition burundaise qui encaisse mal ce coup. L'armée tchadienne a affronté hier lundi des éléments de Boko Haram près de la ville de Bogassola sur la rive nord du lac Tchad. Un affrontement qui ressemble à une grande contre-offensive de l'armée tchadienne contre les islamistes qui attaquent depuis samedi plusieurs îles du lac Tchad. Le président américain s'est entretenu hier lundi 27 juillet avec le premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. L'Éthiopie est un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. La sécurité dans la région a donc occupé l'essentiel des entretiens. Barack Obama a notamment salué les efforts d'Addis Abeba contre les Chebabs et a évoqué le cas préoccupant du Soudan du Sud. Ce mardi 28 juillet, les ambassadeurs
gouverneurs des pays membres de l'OTAN se réunissent à Bruxelles à la demande de la Turquie qui promet de s'engager de manière résolue contre le groupe État islamique en Syrie. Le président français François Hollande a salué l'action vigoureuse d'Ankara dans un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les autorités turques se disent décidées à combattre de la même manière les rebelles kurdes du PKK et de nouvelles violences ont eu lieu dans le sud-est à majorité kurde. Et voilà, c'en est fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 6h30. RTI 1, la chaîne qui rassemble.